Eh bien oui, c'est aujourd'hui, on parle de sport avec notre spécialiste du sport, particulièrement de l'Everest et également responsable des communications du Club l'Everest de la Ligue junior 3A du Québec, Luc Carbonneau. Bon matin. Bon, on va mettre un peu de volume là-dedans. Est-ce qu'on Ça t'entend, devrait Luc? être mieux de même. C'est la faute Ah, du gars qui est à 6 ça va pouces mieux d'écran. comme ça. Bon matin, Luc. Bon matin, monsieur, ça va? Oui, merci. Luc, on va parler de l'Everest parce qu'il y avait deux clubs en fin de semaine. Deux clubs, il y avait deux parties, pardon. Et écoute, je suis un peu surpris, là. Victoire de 7-5 vendredi soir et défaite de 9-7. Écoute, ça commence à faire plusieurs buts, ça, pour un animateur ou un descripteur de match. Disons que vendredi, j'étais un peu fatigué. Puis dimanche aussi. Ben, le dimanche, je décrivais pas le match. Fait que ça me donnait une chance parce que j'aurais été fatigué un petit peu beaucoup. Sincèrement, ça a été deux matchs, on va se le dire, un peu coup-ci coup-ça, dans le sens où est-ce que contre Laval, c'était quand même un défi, même si l'équipe se retrouve à l'avant-dernier rang, pour la simple et bonne raison que 66% des filets qui sont marqués par Laval ont été depuis le début de la saison par les joueurs de 20 ans. Donc, vraiment, une grosse ligne à Laval, c'est plus derrière que ça se complique. La troupe de Simon Labrique a trouvé une façon de l'emporter vendredi par la marque de 7-5. Jacob Lavallée et Alexis Côté ont connu vraiment toute une soirée en récoltant chacun 4 points. Ça a été peut-être un petit peu plus difficile pour Christophe Chiasson, qui lui a été expulsé du match dès la 12e minute de jeu. On sait que petit peu de problème au niveau de l'attitude sur la glace. Et les arbitres là, savent très bien le pointer maintenant. Donc, il y aura certains correctifs qui devront être apportés à ce chapitre-là. C'est Alexis Côté, d'ailleurs, qui a fait tomber la pluie de peluche, parce qu'on se rappelle que vendredi dernier, c'était le match des Toutous à l'Arena de Montmagny. Donc, Alexis Côté, qui, dans sa soirée de 4 points, a pu ainsi faire tomber les peluches et permettre à l'Everest de l'emporter 7-5. Il faut dire également qu'Alexis Côté n'avait pas connu une soirée de 4 points au plus depuis le 10 décembre 2021 contre le Phoenix de Montréal. Alors, c'est une soirée qui va avoir fait du bien là, du côté d'Alexis Côté. Dans le match d'hier, ça a été un petit peu plus difficile. L'Everest qui a vu les Inuits de Granville marquer par 3 buts consécutifs en première période. L'Everest a réappliqué en l'espace de 90 secondes en fin de première période pour créer l'égalité 3-3. Granby a pris les devants 4-3. L'Everest a remarqué encore une fois 3 buts consécutifs à mi-chemin en deuxième période. A même marqué un 7e but en début de troisième. Et par la suite, les Inuits de Granby qui ont eu un changement de directeur général samedi matin un peu à la surprise de tout le monde dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec, a rappliqué avec 4 buts consécutifs là, pour se faufiler avec la victoire par le pointage de 9-7 du côté des Inuits de Granby. C'est 8 buteurs différents qui ont fait bouger les cordages du filet de Jonathan Labrie. À noter également que l'Everest jouait avec seulement 9 attaquants et 8 défenseurs. Simon Labrique a dû surtaxer certains de ses joueurs, vous aurez très bien compris. Disons qu'un Jacob Lavallée a eu facilement du 23, 24 et même du 28 minutes de temps de jeu. Donc, ça a compliqué un peu la tâche en fin de rencontre, ce qui a fait en sorte que l'Everest l'a échappé. Luc, est-ce que parce que, ça va être toute une question, pas sûr que je vais faire plaisir au gardien de but ce matin, mais est-ce que c'était une faiblesse dans les buts ou si vraiment c'était marqué plus par du jeu offensif, les joueurs qui sont bons normalement et qui ont vraiment donné l'effort supplémentaire pour y avoir autant de buts, là, parce que c'est quand même là, 16 buts, 16, c'est plus que ça, 16 plus 12, c'est 28 buts comptés en deux matchs. Là. Est-ce qu'on peut souligner la faiblesse dans les buts ou vraiment c'était l'offensive, là, les joueurs, les excellents joueurs qui se sont démarqués? C'est vraiment plus le jeu offensif qui a pris les devants. Là, que les excellents joueurs ont pris vraiment l'ascendant là-dessus. Écoute, Jonathan Labrie, avant ce match-là à Granby, hier en fin d'après-midi, avait connu trois de ses 4 dernières sorties. Il y avait une moyenne de pourcentage d'efficacité supérieure à 935. Donc, c'est pas nécessairement de la faute des gardiens de but, c'est vraiment l'offensive qui s'est mis en marge lors des deux matchs qui a fait en sorte que vous vous retrouvez avec des pointages de football avec un touché puis un placement, tout dépendant de quel côté vous vous retrouvez. Donc vraiment, oui, là, ça a peut-être été une sortie un petit peu plus difficile là, pour les deux gardiens de but, autant que du côté de Granby que pour Jonathan Labrie. Pour les vrais, c'est même Jérémy Bégin contre Laval.
Mais on va se dire, ça, quand tu te retrouves avec un genre, tu sais, à un moment donné, tu vas arriver avec des genres de matchs où est-ce qu'il n'y a rien qui fonctionne et tu n'as pas le choix de te retrouver avec des hauts pointages de la sorte. Luc, c'était la soirée Toto vendredi, on en a parlé la semaine dernière. Est-ce qu'il y avait du Oui. monde, puis est-ce que les objectifs ont été atteints? Il y avait 330 personnes à l'Aréna de Montmagny, donc c'est vraiment dans la marge de ce qu'on s'attend à voir entre 300 et 350 spectateurs. Donc vraiment, c'était très intéressant d'avoir autant de partisans à l'Aréna de Montmagny. Est-ce qu'on en veut plus dans une année où est-ce qu'on s'avère être très compétitif? Je pense que oui, ça va être intéressant d'avoir le plus de partisans possible. Mais tu sais, je pense que dans cet écart-là, on va très bien se plaindre d'avoir autant de spectateurs. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient apporté des toutous là, pour cette promotion pour le temps des fêtes, là, pour venir en aide aux enfants? Là? Il y avait environ à peu près une centaine, 150 toutous qui ont été lancés sur la patinoire. Donc, c'est quand même presque un partisan sur un toutou pour deux partisans. Ça fait quand même une bonne moyenne. Je vais te dire, les jeunes des Alliés de Montmagny qui étaient parmi les jeunes à ramasser les toutous là, en ont eu pour leur argent parce que je vais te dire, Michel, les sacs de poubelle qu'on mettait les toutous à l'intérieur, ils étaient pleins et pas à peu près. Tu voyais les jeunes de 6, 7, 8 ans qui avaient de la misère à traîner les sacs de toutous. Donc, tu te dis oui, ça a été ça a été réussi à ce chapitre-là. Bon, on fait quoi avec ces toutous-là, Luc? C'est des toutous qui vont être remises, là. Si je ne me trompe pas, est-ce que ça va. Je sais qu'on va redonner ça avec la ville ou encore avec Sans Frontières. Je ne sais plus trop exactement quel organisme. Tu me prends un peu par dépourvu, mais ça va être redonné à des organismes qui vont en aide à des familles de la région. Les prochains matchs pour l'Everest? Prochain match, vendredi, ça sera contre les Rangers de Montréal-Est à 19h30. L'équipe qui va être de passage sur l'île de Montréal. Et par la suite, pour compléter la fin de semaine, ce sera les Prédateurs de Joliette qui vont venir à l'Arena de Montmagny à compter de 14h. Ça sera également un retour pour Zachary Bordelot, lui, le défenseur de 20 ans qui avait été cédé par l'équipe et qui a été réclamé au balotage par la formation de l'Anadière, donc les Prédateurs de Joliette qui vont, avec Zachary Bordelot, qui vont affronter l'Everest dimanche après-midi prochain. C'est dimanche après-midi, OK. C'est quoi, 13h, 14h? 14h. 14h? OK. Ouais. On peut s'attendre à quoi? Encore du jeu offensif ou... Je te dirais que le match... Tu connais plus les clubs que moi, là? Ça risque d'être peut-être un peu plus du jeu défensif parce que vraiment, les Prédateurs sont allés chercher un gardien de but dans les 3 dernières semaines qui jouait avec le Storms de Grand Prairies dans la Ligue de dans la Ligue de l'Alberta. Alors, on est allé chercher contre des considérations financières au mois de novembre. Il fait quand même relativement bien. Joliette avait besoin d'un gardien de but également. Alors, ça va être intéressant à surveiller. Ça risque d'être un match très défensif. C'est pas nécessairement la plus grande frappe offensive, là, les Prédateurs cette saison, mais ils sont excellents. Ils se débrouillent très bien en défensive, par contre. Alors, ça va pour l'Everest. Maintenant, on va parler des Canadiens de Montréal qui, encore une fois, en ont échappé une parce que Los Angeles, c'est pas beaucoup plus fort que les Canadiens. Et c'était Philippe Danault était là samedi soir pour son retour. Je ne sais pas si c'était la première fois depuis qu'il a été échangé. C'était la deuxième fois parce qu'il est venu jouer l'an passé. OK. Alors, les Canadiens qui ont perdu 4-2 contre les Canadiens de Montréal, moi, je pense, honnêtement, là, celui-là, il aurait pu à gagner. Je vais te dire, bien franchement, les gardiens de but, les Kings, en a fait un arrêt, 2 arrêts, 3 arrêts, même 4 arrêts qu'il n'aurait pas dû pas faire. On va être honnête, Michel. Le gardien des Kings qui a vraiment été, qui a gardé sur la tête. Ça a été un peu difficile également en début de rencontre chez le Canadien. Moi, personnellement, je m'attendais à une victoire des Kings parce que les Kings présentement, sont dans les 4 meilleures formations de la Pacifique et feraient les séries éliminatoires si le tout commençait ce matin. Donc, vraiment, les Kings étaient un gros défi pour le Canadien, surtout qu'on revenait d'un voyage dans l'Ouest également. On n'avait pas joué depuis mardi. C'était pas les conditions idéales. Faut dire également que moi, personnellement, ce qui m'a étonné, c'est d'entendre des huées au Centre Bell. Ah, puis il y avait, écoute, je regardais du côté droit là, du Centre Bell, il y avait beaucoup de sièges vides. Oui, effectivement, il y avait des sièges vides aussi. Moi, c'est pas surprenant. Là. Cette équipe-là ne fera pas sale compte cette année. En tout cas, si elle fait sale compte, c'est tant mieux. Là, mais ça va être extrêmement surprenant. Il faut dire également qu'il y avait probablement des billets de revendeurs qui n'ont pas été vendus.
Ça, c'est sûr et certain que c'est un fléau, pas seulement dans le monde sportif, mais dans le monde du divertissement en général. Les revendeurs de billets là, pour les spectacles professionnels, je veux dire, ça peut être nuisible également pour combler des sièges vides. Mais tu sais, Michel, moi, personnellement, ce qui m'a frappé le plus, c'est pas tant la défaite en tant que telle, c'est vraiment le fait de voir le Canadien se faire huer à la maison. J'étais surpris, je me disais, attendez un petit peu, là. Ça fait quasiment 12, même 18 mois qu'on sait que cette équipe-là s'en va dans un processus de reconstruction. Attendez-vous pas à ce que ce soit tout le temps des victoires à chaque rencontre. Moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus impressionné, je vais le dire, qui m'a le plus fessé. J'ai fait, mais à quel point votre base de partisans est incapable d'être compréhensible lorsqu'on dit et on martèle dans les médias. Et même au niveau de Martin Saint-Louis, de Kent Hughes, de Jeff Gorton, cette équipe-là, elle est en reconstruction. Je veux dire, attendez-vous pas à voir cette équipe compétitionner contre les meilleurs de la Ligue quand tu es en reconstruction. Voyons donc, c'est complètement farfelu. Écoute, la dernière Coupe Stanley remonte à 1993. Ça fait 30 ans qu'elle est en reconstruction, cette équipe-là. Ah, je pourrais te mettre sous le nez 2010, 2014 et 2021. Oui, oui, on se souvient. Écoute, 2 buts rapides là, en début de première période. Ouais. Pourquoi, et dis-moi, on en a parlé lors de la dernière chronique, qu'est-ce qui fait que Saint-Louis continue à mettre Allen dans les buts, alors que Montembeault, à mon sens, à moi, là, c'est très personnel comme opinion, selon moi, Montembeault est bien meilleur que Allen. C'est quoi l'idée de toujours mettre Allen? Est-ce qu'Allen est vraiment mieux? Est-ce que Montembeault est vraiment mieux que Jake Allen? Je ne sais pas. Parce que dans l'Ouest, on a vraiment vu Jake Allen ressortir à certaines performances et qui a procuré la victoire aux Canadiens parce que ça jouait vraiment laborieusement devant lui. Tu sais, à un moment donné, c'est comme quand tu rentres dans un magasin. Tu vas rentrer dans un magasin, quand maintenant tu es dans un centre commercial, tu vas rentrer dans un magasin quand tu vois quelque chose de beau devant la vitrine. C'est un peu ce que le Canadien essaie de faire avec Jake Allen. C'est-à-dire qu'on essaie de le mettre en vitrine, de tenter de faire en sorte à ce qu'il soit attrayant et peut-être même de l'échanger à la date limite des transactions. Donc, on ne veut pas briser sa confiance. Ça, c'est vraiment l'élément très important. Vous voulez absolument vous assurer que votre gardien de but le plus expérimenté ne soit pas découragé ou perde confiance facilement, qu'il soit en mesure de rebondir. Jake Allen, ça n'a jamais été Monsieur Constance depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey. On l'a toujours su. Néanmoins, est-ce que c'est laborieux? Oui, mais c'est vraiment des performances en entier. Puis Samuel Montembeault également, oui, il va te sortir des bonnes performances, mais il va avoir un peu le même problème que Jake Allen. Il ne sera pas toujours aussi performant. Fait que c'est un mal pour un bien. Je pense que ta question, c'est est-ce que tu aurais dû mettre Montembeault après le deuxième but des Kings? J'aurais demandé, honnêtement, changer un gardien de but tôt dans cette rencontre-là, ça ne change absolument rien. Si on avait été à mi-chemin en première période ou encore en fin de première, là, oui, peut-être. Mais, tu sais, dans les circonstances, Martin Saint-Louis a pris la bonne décision en maintenant Jake Allen devant le filet. Écoute, le temps passe vite. Tu veux nous parler des Raptors de Toronto? Oui, ça, sérieusement, Michel, c'est vrai, ça va vraiment pas bien à Toronto. Écoute, l'entraîneur Nick Nurse qui faisait... Les Maple Leafs vont bien. Hein? Les Maple Leafs vont bien. Oui, les Maple Leafs vont bien, mais les Raptors dans la NBA, c'est autre chose, par exemple. D'ailleurs, on pourrait parler de la séquence. Attends un peu, tu viens de m'ouvrir une parenthèse, j'en reviens avec les Raptors. Mitch Marner qui continue sa séquence de match avec au moins un point. Je pense qu'il est rendu à 24 présentement, le joueur des Maple Leafs qui est littéralement en feu. Écoutez, quand on parle d'une bougie d'allumage dans une formation, on parle souvent d'Austin Matthews, qui est l'élément clé à Toronto, vraiment. Mitch Marner qui a vraiment revigoré cette équipe-là pour lui permettre... Oui, puis à un moment donné, on parlait de congédier le coach. Et pourtant, cette équipe-là est revenue sur ses rails. Là. Exactement. Donc, Mitch Marner qui a été un élément très important pour permettre aux Leafs de revenir sur les rails. Donc, pour revenir pas avec les Raptors, ça va vraiment pas bien, Michel. C'est 4 victoires et 7 défaites lors des 11 dernières rencontres. L'équipe vient de passer sous la barre des 500 au classement général. Elle glisse petit à petit à l'extérieur du top 8 pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Pascal Siakam, le francophone au sein de l'équipe, n'a pas grand-chose à se reprocher. On sait qu'il vient d'Afrique. Pascal Siakam a une moyenne de points par match qui varie entre 24 et 26. Donc, vraiment,
Le joueur fait extrêmement bien. C'est beaucoup plus compliqué aux alentours de Pascal Siakam. Chris Boucher n'a pas nécessairement la saison que l'on espérait au sein des Raptors. Et Nick Nurse doit se gratter la tête là, avec quelques blessés également. Ça se complique énormément du côté des Raptors alors qu'on pensait être vraiment dans une bonne séquence. On sait que ça a été difficile l'an passé face aux Celtics de Boston. On vient de perdre 2 matchs consécutifs contre le Magic à Orlando. Alors, du côté de Nick Nurse, il y aura beaucoup de travail à faire durant les prochains mois pour espérer que cette équipe-là fasse les séries éliminatoires et espérer avoir des retours au jeu également. Il te reste 60 secondes pour nous parler d'un projet d'une ligue de soccer féminine au Canada. Oui, si ça semble être beaucoup plus difficile chez les femmes avec une ligue au niveau professionnel au sein de la PWHPA, du côté féminin au soccer, eh bien, ça risque d'être très bien parti. On sait qu'il y a Gabrielle Carl, qui est une joueuse native de la région de Lévis, qui a joué quelques matchs au niveau de son soccer mineur à Montmagny, a quitté l'Europe pour revenir en Amérique du Nord. Et donc, il devrait y avoir une ligue de hockey professionnel, une ligue de soccer professionnelle féminine à compter de 2025 au pays. C'est tant mieux après la victoire aux Jeux olympiques avec la médaille d'or. Bien, merci beaucoup, Luc. C'est toujours un plaisir de jaser sport avec toi. On rappelle que le prochain match de l'Everest, c'est vendredi à Montréal-Est contre les Rangers à 19h30 et dimanche à domicile à l'Arena de Montmagny à compter de 14h. Luc Carbonneau, merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Salut, Michel. OK, merci. Luc Carbonneau, qui est descripteur pour les matchs de l'Everest et également responsable des communications du Club l'Everest de la Ligue junior 3 du Québec. Ça complète, dans quelques instants, la nouvelle positive.